a commencé par une prise de sang. Isabelle est journaliste et elle a bien voulu devenir le cobaye de notre investigation commune. C'est amusant parce qu'elle a toujours eu horreur des prises de sang et la simple vue de l'hémoglobine l'a fait défaillir. Mais elle s'est dévouée pour la bonne cause. Isabelle mange plutôt sainement. La nourriture, c'est son domaine. Elle est journaliste spécialisée dans l'alimentation. Chaque jour, elle reçoit son lot d'études scientifiques alarmistes. Nous sommes assaillis par tellement d'informations anxiogènes et contradictoires. Résultat, quand elle fait les courses pour sa famille, elle est comme tout le monde, perdue et incapable de choisir. Une belle pomme en dessert? Non, elle est peut-être truffée de pesticides. Pourtant, elle aura bien croqué dedans. Et ce magnifique pain complet, elle se laisse tenter? Pas sûr. Comment savoir si les aliments qui se cachent derrière ces belles apparences, ces formes voluptueuses, ces couleurs magnifiques, sont toujours bons pour nous? Qu'en est-il? Manger peut-il nuire à notre santé? Les analyses de notre enquêtrice sont enfin arrivées. Alors, ces résultats? Attention, restez attentifs, la liste est longue. Arsenic, plomb, mercure, dioxine, furane, PCB, pesticides. La myriade des molécules toxiques contenues dans son sang s'égrène comme un inventaire inquiétant. On y trouve de tout, même du DDT, pourtant interdit des années avant sa naissance. Normal ou pas normal? Nous décidons de lancer une investigation d'envergure sur 4 aliments parmi les plus consommés en France. Porc, saumon, pommes et pain. Puis de les soumettre à une double enquête scientifique et de terrain. Nous allons traquer ces aliments pour comprendre comment ils sont produits et en quoi ils sont différents de ce que mangeaient nos grands-parents quand la chimie n'avait pas encore fait irruption dans nos assiettes. Pour l'enquête, nous constituons un comité de scientifiques incontestables. Ces experts sont reconnus comme les meilleurs dans leur domaine. Pierre Menton, chercheur, expert en santé publique. David Servan-Schreiber, neuropsychiatre, expert en prévention du cancer. Annie Sasko, épidémiologiste, experte en maladies environnementales. André Picot, toxicologue, expert en métaux lourds et contamination chimique. Et Laurent Chevalier, médecin, expert en nutrition. Alors voilà. On a les résultats de ma prise de sang, on m'a choisi moi parce que je suis une trentenaire, que je me nourris plutôt sainement et pourtant il y a des résidus de pesticides dans mon sang, de dioxine, de PCB. Comment ça se fait et est-ce que c'est dangereux? Cette analyse est une analyse classique, totalement classique. On va retrouver dans toute la population à travers le monde ces produits-là. Est-ce que c'est dû à la façon dont je me nourris? Oui, bien entendu. On a des études qui nous montrent que chez les enfants qui mangent une agriculture chimique, l'agriculture moderne, on trouve tous les jours dans leurs urines des résidus de pesticides. Lorsqu'on les passe, les mêmes enfants, on les passe à 70% de bio, il n'y a presque aucun résidu de pesticides dans leur urine, on les remet sur l'agriculture chimique et hop, on revoit les résidus monter. Ça veut dire que tous les jours, leur organisme est soumis à ces contaminants. Pour moi, c'est simplement inacceptable. On nous recommande de manger 5 fruits et légumes par jour. Mais les pesticides retrouvés en quantité dans le sang de notre journaliste ne les rendent-ils pas dangereux? Pour commencer l'enquête, nous partons à Angoulême, sur les traces de la pomme industrielle. C'est le fruit préféré des Français. Chaque famille en mange plus de 18 kilos par an. Problème, la pomme reçoit plus de 26 traitements de pesticides avant que nous la croquions. Daniel Sauvêtre est le propriétaire du verger du Tastet. Ici, on produit tous les ans 350 tonnes de pommes. Et chez ces adeptes de la culture intensive, on est persuadé que sans pesticides, point de salut. Dès l'instant où on sort de l'hiver et où les premiers bourgeons éclatent, dès l'instant où on voit ce que l'on appelle les pointes vertes, eh bien, à partir de ce moment, commence pour nous une période extrêmement difficile puisque nous allons chercher à préserver pendant tout le cycle végétatif nos fruits des agressions extérieures, des maladies. C'est pour ça que
il dit souvent que nous traitons souvent le pommier, puisque l'objectif, c'est pas de mettre beaucoup de produits une seule fois, mais c'est d'accompagner la pluviométrie, c'est-à-dire que à chaque fois qu'il est tombé 20 mm d'eau du ciel, eh bien, il n'y a plus présence de produits sur le végétal. Donc nous redéposons du produit sur le végétal pour pouvoir tenir les 20 mm suivants. Un traitement qui n'aura pas été fait, eh bien, les dégâts seront faits et ces pommes qui sont touchées ne seront pas vendables. Ça veut dire que sur un traitement qui n'aura pas été fait, l'économie de l'exploitation est en péril. Aujourd'hui, Thierry doit traiter 1 hectare de pommiers. Impossible de manipuler ces pesticides sans revêtir une véritable combinaison de cosmonaute. Thierry va utiliser un insecticide pour lutter contre les papillons. Il faut le manipuler avec précaution. C'est un virus vivant qui va contaminer les larves. Dans le langage des marchands de produits chimiques, il existe un mot tabou. Vous ne le trouverez sur aucun emballage, aucun mode d'emploi, aucune publicité. Et personne ne le prononce jamais. Ce mot, effacé du monde de l'agriculture, c'est le mot pesticide. Il faut dire produit phytosanitaire. Phyto, c'est plus rassurant. Avec 76 000 tonnes de pesticides épandus chaque année, la France détient le record du plus gros utilisateur d'Europe. Pourtant, de nombreux vergers cultivent des pommes biologiques et n'emploient aucun traitement chimique. C'est donc possible pour peu que l'on renonce à des rendements intensifs. Dans ce verger industriel, les pommes portent 3 fois plus de fruits qu'en bio grâce à l'utilisation massive d'hormones végétales, d'engrais et de pesticides. Ces fruits traités sont-ils encore bons pour notre santé? Nous achetons quelques pommes de ce verger et nous les envoyons à un laboratoire d'analyse. L'objectif est de savoir si ces pommes contiennent ou non des résidus de pesticides. En attendant les résultats, nous rencontrons Jean-Charles Boquet. C'est le directeur de l'Union des industries de la protection des plantes. En clair, il s'agit du lobby des fabricants de pesticides, regroupant Monsanto, Bayer et quelques autres. Leur rôle est simple, défendre coûte que coûte l'usage des pesticides. Les produits phytosanitaires aujourd'hui permettent d'augmenter le rendement, en présence bien entendu d'agressions, de maladies, ou d'insectes ou de mauvaises herbes, de 40 à 50%. Et s'il n'y avait pas ces produits aujourd'hui, globalement on diviserait par 2 la production agricole mondiale. Jean-Charles Boquet voulait être certain que nous comprenions bien son message principal. Même s'il y a 25 traitements, appliqués aux bonnes doses et dans les bonnes conditions d'emploi, cela ne présente pas de risque pour la santé du consommateur et cela respecte l'environnement. Mais on doit en permanence s'assurer que les traitements qui sont faits respectent la santé et l'environnement, de plus en plus respectueuses de l'environnement. Elles ne présentent pas de risque pour l'environnement, c'est-à-dire qu'il n'y a a priori pas de risque pour la santé. Faut-il le croire sur parole? Les pesticides sont-ils vraiment inoffensifs? Nous venons de recevoir les résultats du laboratoire qui a analysé les pommes. Elles contiennent plusieurs résidus de pesticides. Pour décrypter ces analyses, nous allons voir le Mouvement pour le droit et le respect des générations futures, une association spécialisée dans l'étude des pesticides qui informe les consommateurs du danger de ces substances. François Veilleret en est le président. Alors, des résidus de pesticides, il y en a, bien sûr. Il y a 5 résidus différents. Alors, vous avez des produits de nature diverse, mais vous avez, quand on fait le total, quand même un peu plus de 100 microgrammes par kilo de fruits. C'est un niveau de résidu quand même qui n'est pas anodin. On va trouver dans 1 kilo de pommes ici ce qu'on pourrait trouver en buvant 1000 litres d'eau. 1000 litres d'eau, ça tient un moment. Donc, on a des produits qui sont, si on regarde Boscalide, c'est un fongicide. C'est des produits aux États-Unis qui est considéré comme un cancérigène possible. Et puis, vous avez la présence d'un produit, le carbendazime, sous forme de résidu, qui est la plus surprenante, parce que le carbendazime, qui est un fongicide aussi, il n'est plus autorisé en France. Et il a des usages restreints au niveau de l'Europe, et en France, il n'est plus autorisé.
Alors je ne sais pas ce qu'il fait là. Une pomme comme ça, on peut croquer dedans sans la peler? Je le ferai pas. C'est un choix personnel qui n'engage que moi. Si la peler, c'est mieux pour enlever les pesticides, mais il y a des études qui ont montré qu'il fallait enlever plusieurs millimètres autour de la pomme pour enlever tous les résidus. Et si vous enlevez 5 à 8 mm de la pomme, vous allez enlever toutes les vitamines. Si la pomme est pas grosse, il ne restera pas grand-chose à manger non plus. Donc, moi, ce que je regrette, encore une fois, c'est que le consommateur ne puisse pas savoir ça. C'est-à-dire, voilà, on devrait avoir les résidus affichés. Ça permettrait au consommateur de choisir. S'il voit 3 pommes en rayon, une avec 2 résidus, une avec 5, une avec 10, avec des niveaux différents, il dit, par précaution, il peut choisir d'acheter celle qui est que 2 résidus. Ou alors, il peut s'en moquer, mais c'est un choix. Alors que là, le consommateur a fait son choix sur l'aspect extérieur et pas sur ces données-là, sauf si, comme vous l'avez fait, on fait des analyses qui sont très coûteuses. En 2007, la répression des fraudes a analysé 5000 échantillons de fruits et légumes. Ces équipes ont découvert que la moitié d'entre eux contient des résidus de pesticides. Plus grave encore, 1 sur 10 contient des doses de produits chimiques supérieures aux normes autorisées. Quand on prend l'assiette lambda d'un consommateur, justement, qui ne mange pas bio, il est exposé à combien de types de résidus par jour, par semaine? Par jour, il y a eu différentes estimations qui ont été faites. Je crois que c'est au moins, de manière raisonnable, 20 à 30 résidus différents à travers tous les repas de la journée, en moyenne. Tous les jours? Tous les jours. Au début de l'enquête, on a retrouvé dans les analyses de sang de notre journaliste les résidus d'une quarantaine de pesticides différents. Ces résultats sont pourtant tristement banals. On retrouverait la même chose chez chaque Français. Nous avons essayé d'en savoir plus auprès des autorités de contrôle. Mais ni l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, ni l'Observatoire des résidus de pesticides n'ont souhaité nous répondre. Pourtant, des études existent. Dans une récente recherche de l'INSERM, un établissement scientifique public, on apprend que la moitié des femmes enceintes ont dans leurs urines des traces d'herbicides interdits. Ces contaminations mettent-elles en danger le développement du fœtus de l'enfant? Nous retrouvons nos experts scientifiques. Qu'en pense-t-il? L'enfant est une des personnes les plus sensibles, en tout cas à l'action des cancérogènes. Donc si vous êtes exposé soit in utero, avant même que l'enfant ne naisse, à travers l'alimentation de la mère ou ce qu'elle respire, l'eau qu'elle boit, cet enfant-là sera ultérieurement plus à même de développer un cancer. De toute façon, ce sont des composés qui sont non naturels, donc on ne devrait pas être exposé à ces produits. Et il faut essayer pour le futur d'en mettre de moins en moins dans la nature. Mais alors, dites-moi, parce que nous, on n'arrête pas de nous dire que finalement, on va vivre beaucoup plus vieux que les générations d'avant, que l'espérance de vie, elle n'arrête pas de croître. Est-ce que c'est encore vrai, ça? Est-ce que nous, on va vivre plus vieux que nos grands-parents? Est-ce que nos enfants vivront plus vieux que nous? On vit plus vieux, effectivement, pour une raison simple, c'est qu'on a mieux maîtrisé les phénomènes dits microbiologiques, c'est-à-dire les microbes, effectivement. Mais depuis les années 50, je veux dire, on déverse des quantités monstrueuses de produits chimiques dans la nature, à peu près 400 millions de tonnes au niveau de la planète, mais bien entendu, ça a des conséquences. Il faut très vite réguler tout ça. Mais c'est une urgence. C'est une urgence, et c'est une urgence pour les générations futures. Car quand on va s'apercevoir de tous les dégâts sur l'embryon, et on le voit déjà par l'intermédiaire d'un certain nombre de pathologies psychiatriques et de tout un tas d'autres choses, eh bien malheureusement, ça sera un petit peu tard. On a beaucoup d'interrogations, beaucoup d'inquiétudes. Donc l'espérance de vie peut tout à fait s'effondrer. Les agriculteurs sont les plus menacés par les pesticides. D'après l'Organisation mondiale de la santé, plus de 50 millions de travailleurs agricoles en sont victimes chaque année à travers le monde. C'est la preuve que les pesticides peuvent être dangereux pour chacun d'entre nous. Sylvain Médard testait les nouveaux pesticides pour sa coopérative. Il est aujourd'hui devenu un symbole. Atteint d'une myopathie, il est le premier agriculteur reconnu victime professionnelle des pesticides. Pour supporter la douleur, il est en permanence sous de fortes doses de morphine. Les douleurs, ça c'est abominable. Moi, mon gamin, je peux plus le porter, hein, Benjamin. Des fois, il veut monter à bras, il ne se rend pas compte et il dit non, je peux pas, Benjamin. Il me fait tomber par terre. Hein. Sylvain Médard travaillait le plus souvent sans protection. Personne ne l'avait jamais mis en garde contre les dangers de ces produits. Et un jour, sa vie a basculé.
Et le 12 juillet, qu'est-ce qui s'est passé? La moisson approchant, j'étais visiter un silo où il y a une réception de céréales de semences. Et en montant en haut du silo, alors des silos, si vous voulez, c'est à peu près 5-6 étages, voire 7 étages d'un immeuble classique, mais c'est la différence, ce sont des escaliers meuniers. Et arrivé en haut, d'un seul coup, grosse fatigue, il a fallu que je m'assoie, plus aucune force. J'étais mou, j'étais assis sur un sac. Il a fallu mettre un ouvrier, Christian, m'a aidé à m'asseoir sur un sac et il m'a dit qu'est-ce qui se passe. Je sais pas, j'ai complètement KO. J'ai plus aucune force. J'ai mis 1h30 pour redescendre. J'ai mis 7-8 minutes pour monter. J'ai mis 1h30 pour redescendre. Donc je vais passer voir mon médecin quand même en vitesse le soir. Je prends rendez-vous par téléphone. Je m'en vais chez le médecin vers le coup de 19h et en partant sur la route, je perds mes moyens. J'ai plus de jambes ni de bras en voiture. Je finis dans le fossé de la voiture. J'ai perdu 20 kilos en un mois de temps. J'ai fondu. Et les douleurs qui devenaient interminables, je dirais, à en pleurer. Je supportais plus de vêtements sur moi. J'étais hospitalisé. On ne pouvait même pas mettre un drap. J'étais nu sur un lit. On mettait un drap en l'air pour me cacher, mais je supportais rien du tout. Tellement j'avais mal, je souffrais. Alors donc, on a fait tous les examens nécessaires à l'hôpital. Les examens nécessaires. Je suis resté la première fois presque un mois. Et tout rentrait négatif. Tout était normal. Tout était normal. On ne trouvait rien. Donc c'est moi qui deviens fou. Je perds la boule, je fais de la dépression quelque part sans m'en rendre compte. Je deviens fou. Après 3 mois de souffrance, les médecins diagnostiquent une myopathie. Sylvain Médard décide de poursuivre ses employeurs en justice et gagne son procès. Ça me fait peur, c'est pour les futures générations, pour les agriculteurs, parce que c'est les premières victimes, parce que sont eux qui emploient les matières actives et des produits phytosanitaires, des grosses quantités. Actuellement, il y en a des malades, il y en a même de par ici, il y a des agriculteurs qui sont malades, mais personne n'ose en parler. Vous avez employé un mot tout à l'heure, omerta, c'est peut-être un mot fort, mais je pense que c'est un mot fort, il faut peut-être l'employer aussi quand même, mais bon, c'est tais-toi et continue ta route, c'est tout. Nous retrouvons Jean-Charles Boquet, porte-parole de l'Union des industries de la protection des plantes, dans ses locaux. Ce représentant du lobby des fabricants de pesticides est-il prêt à reconnaître que les produits qu'il défend font des victimes? Chaque fois qu'on a voulu essayer de mettre en évidence une corrélation entre une maladie, donc Parkinson, un certain type de cancer, etc., entre donc l'exposition aux pesticides et l'apparition de ces maladies, les scientifiques reconnus, donc l'INSERM, etc., montrent qu'il n'y a pas de corrélation entre l'exposition des produits et l'apparition de ces dites maladies. C'est faux. L'INSERM est formel, les agriculteurs courent 2 fois plus de risques de développer la maladie de Parkinson et certains cancers. Vous reconnaissez qu'il y a eu des procès gagnés pourtant? Alors il y a eu quelques procès où en fait il a été déclaré qu'il y avait maladie pour cause professionnelle, mais il n'est pas dit que ce sont les pesticides. Un ouvrier agricole, ça met du gasoil dans son tracteur tous les matins. Ça peut être en fait exposé à des produits d'origine animale. Et il y a toutes ces hypothèses aujourd'hui qui doivent évidemment être vérifiées. Un produit phytopharmaceutique utilisé selon les conditions d'emploi qui figurent sur l'étiquette après les évaluations n'a pas d'effet sur la santé, n'a pas d'effet sur l'environnement. Il y a un produit qui aurait un effet sur la santé, donc un effet inacceptable, ne serait pas autorisé. Alors oui, on voit bien les résidus de traitement qui ont été faits ces jours-ci. Nous rencontrons Michel Ledoux, l'avocat qui a gagné le procès de Sylvain Médard. Alors, les agriculteurs sont-ils victimes du gazole qu'ils mettent dans leurs tracteurs plutôt que des pesticides? Alors, attendez, c'est faux. C'est une ânerie, une bêtise incommensurable. On est systématiquement passé par des expertises scientifiques. On sait qu'un certain nombre de tumeurs du cerveau, un certain nombre de cancers de la peau, cancers de la vessie, certaines maladies neurovégétatives comme la maladie de Parkinson, comme Alzheimer, sont fortement soupçonnées d'être provoquées également par la manipulation de produits phytosanitaires. Également la maladie de Charcot d'ailleurs. Et donc quand les victimes vont se multiplier, alors là, on va pouvoir rendre visible l'invisible. Les experts ne cessent de marteler les risques en pointant du doigt certaines pathologies. D'un autre côté, vous avez les industriels qui, naturellement, veulent vendre leur camelote et qui n'arrêtent pas de répéter que tout est sous contrôle, que, en fait, c'est les agriculteurs qui font de mauvais dosages, mais que leurs produits sont parfaits. Et bien, dans 10, 20, 30, dans 5 ans peut-être, on va voir apparaître, c'est presque mécanique, c'est inscrit dans le marbre, un nombre de pathologies considérables
Il y a plusieurs générations entre les années 50 et la fin des années 80 qui ont respiré ces produits à plein poumon et qui ne manqueront pas, dans les années qui viennent, de développer les pathologies qu'on évoquait tout à l'heure. Je le crains. Pour l'industrie des pesticides, c'est comme si les agriculteurs malades n'existaient pas. Comme si les études démontrant le danger de ces molécules chimiques n'avaient jamais vu le jour. Quant à la majorité des agriculteurs, ils sont tellement pris par le système qu'ils n'arrivent pas à imaginer un monde sans pesticides. Le lobby des fabricants de pesticides nous a envoyés chez un agriculteur modèle, Christophe Grison, ardent défenseur de l'agriculture intensive. D'après lui, les progrès techniques auraient résolu tous les problèmes. Ce qui a vraiment changé, c'est la qualité de pulvérisation et puis tout ce qui est maintenant électronique embarquée. Et là, vraiment, ça nous permet d'être, c'est ce que je dis souvent, c'est l'agriculture écologique, intensive mais écologique, quoi. C'est un drôle de concept, ça. C'est pas un concept très courant, quoi. Non, mais on commence à en entendre parler pas mal, là. L'agriculture écologiquement intensive. Voilà, c'est le nouveau terme à la mode. Et les écolos, ils n'emploient pas ce nom-là, quoi. Non, les écolos, ils souhaiteraient qu'on puisse nourrir tous les êtres vivants sur Terre à horizon 2050, environ 9 milliards, vous m'avez dit 10 milliards, sans produits phytosanitaires, sans engrais. Moi, je dis que c'est pas possible. Techniquement, je ne suis pas contre l'agriculture biologique, bien au contraire. Il y a des idées très intéressantes à prendre chez eux. Malheureusement, moi, sur mon exploitation, je ne peux pas produire sous label agriculture biologique. Je ne peux pas me passer des produits phytosanitaires pour désherber. Je ne peux pas me passer des produits fongicides pour soigner mes plantes lorsqu'elles sont malades. Vous-même, si vous êtes malade, rien ne vous empêchera de prendre, si vous avez mal à la tête, du paracétamol. Je ne vois pas pourquoi moi je ne devrais pas soigner mes plantes s'il y a un besoin qui s'en ressent. On parle beaucoup de l'alimentation conventionnelle et l'alimentation bio par opposition. Ce qui est important, c'est de voir que ce qu'on appelle l'alimentation conventionnelle, c'est une alimentation qui a été inventée en 1950. Rien de tout ce que vous nous décrivez ici n'était pratiqué avant la Deuxième Guerre mondiale. Donc en fait, on a une alimentation chimique et l'alimentation normale, c'est l'alimentation bio, de toute évidence. Il faut qu'on avance progressivement mais rapidement vers une agriculture qui soit débarrassée de cette béquille qui n'est pas utile. On peut parfaitement nourrir la planète sans pesticides, parfaitement nourrir la planète sans pesticides. Il faut être clair sur ce point parce que c'est l'argument majeur qui est brandi en disant mais on ne peut pas nourrir tout le monde. On peut nourrir tout le monde sans pesticides. C'est vrai que quand un agriculteur qui a utilisé des pesticides depuis des années arrête d'un seul coup, pendant 1 ou 2 ans, sa terre, c'est comme si on lui retirait ses stéroïdes, sa terre, elle ne peut plus suivre. Donc il va falloir qu'elle se remette à niveau, et ça prend 2 ou 3 ans. Comme toutes les études ont été faites sur une période de 3 mois, on dit, vous voyez, sans pesticides, on ne peut pas y arriver. C'est pas vrai. On peut nourrir toute la planète sans pesticides. Mais c'est la conclusion de la Food and Agriculture Organization des Nations Unies. C'est pas juste moi qui dis ça. Au cœur de l'été, nous retournons chez l'agriculteur Christophe Grison. Le blé est enfin moissonné. Pas de surprise, grâce aux engrais et aux pesticides, les rendements sont très bons, 2 fois supérieurs à ceux du bio. C'est un blé de la variété Bermude qui est destiné à la panification française. Et donc ma coopérative Val France va prendre ce blé, le nettoyer éventuellement s'il y a besoin, et l'acheminer jusqu'au Grand Moulin de Paris pour en faire des baguettes pour toute la région parisienne. Du champ de blé au pain que nous achetons chez le boulanger, nous poursuivons l'enquête. La farine issue de l'agriculture intensive servira à fabriquer les 100 kilos de pain que chaque Français consomme par an. Mais cette farine est-elle encore saine pour le consommateur? Le blé arrive au Grand Moulin de Paris. Ici, on écrase plus de 2200 tonnes de grains par jour. Un tiers des boulangers français achètent sa farine au Grand Moulin de Paris. Nous décidons d'envoyer un échantillon de farine complète des Grands Moulins de Paris au laboratoire d'analyse chimique. Contient-elle des résidus de pesticides?
Les résultats d'analyse dévoilent la présence de 2 pesticides en quantité importante, le pyrimifos méthyle et le piperonil butoxide. Surprise, ces insecticides ne sont pas utilisés pendant la culture, mais lors du stockage des grains après la récolte. À quoi peuvent-ils bien servir? À Sens, nous nous rendons à la coopérative agricole Cap Serval. Alain Peretti, son directeur, nous reçoit. Pour lui, le principal problème de cette filière est la conservation du blé. Pour éviter l'attaque des insectes, la plupart des coopératives aspergent les grains d'insecticides. Le blé stocké dans les silos va donc y baigner pendant de longs mois avant d'être transformé en farine au moulin. Comment diminuer les pesticides? La première mesure que nous pouvons prendre, c'est l'absence d'insecticides de stockage, puisque il ne faut oublier que nous allons mettre de l'insecticide directement sur du grain, qui n'ira pas d'activité biologique pour le détruire par derrière. Donc la première mesure à prendre, c'est probablement, c'est sûrement en tout cas celle-là. Ça paraît évident et ça paraît extrêmement clair. Les résidus laissés par la culture, par les désherbants, etc., sont infiniment faibles. Ils sont beaucoup plus importants avec les résidus d'insecticides de stockage, une fois de plus, qui seront appliqués sur du grain, une fois qu'ils seront arrivés dans les silos. Conséquence, on retrouve dans la farine jusqu'à 1000 fois plus de résidus d'insecticides de stockage que d'insecticides utilisés lors de la culture du blé. Pour éviter de traiter les grains, il existe une solution simple. Stocker le blé dans des silos réfrigérés où la température ne dépasse pas 10 degrés. Problème, ces silos coûtent très cher. Seules quelques coopératives en sont équipées. C'est le cas de ce silo qui appartient à la filière dite CRC, Culture et Ressources Contrôlées. Elle n'utilise aucun pesticide de stockage et produit de la farine Label Rouge. Une partie de ces blés non traités arrive au moulin d'Yvon Foriché. Jusqu'à récemment, Yvon transformait également des blés traités. Aujourd'hui, il ne produit que des farines Label Rouge, sans pesticides de stockage. Cette poussière-là, auparavant, je ne pouvais pas rester à côté parce que je pense que je devais être très sensible aux insecticides qui étaient mis pour conserver le grain. Et ça me faisait saigner immédiatement du nez. J'ai voulu me faire opérer parce que je ne savais pas ce que j'avais. Et en fait, je le sais. Voilà, j'étais voir le médecin, il m'a dit non, c'est l'insecticide. Voilà. Mais je n'avais pas moyen d'arrêter. Hein, même à un moment donné, on m'a dit oui, mais comment on appelle là, t'es hémophile. Je dis non, je suis pas hémophile. Les farines de qualité, sans pesticides, sont meilleures pour la santé. Pourquoi ne sont-elles pas plus répandues dans les magasins? Le problème aujourd'hui de toutes ces démarches-là de culture raisonnée en France, les seuls qui sont réceptifs, c'est les artisans boulangers et pour moi un seul groupe de la grande distribution française. Il n'y en a qu'un. On achète des farines de blé issues de culture raisonnée contrôlée parce qu'il y a un monsieur qui s'occupe de tout ce qui est alimentation qui se pose des vraies questions. Et pour son groupe, il a pris l'engagement de le faire. Et c'est pour ça que ça dure, même la démarche. Parce qu'il oblige même les industriels avec qui il travaille à utiliser ce genre de blé. Sinon, ça serait mort et enterré, ça marcherait que pour les artisans. Malgré leur belle apparence, les pains que nous trouvons en supermarché contiennent-ils des pesticides? Nous faisons analyser en laboratoire du pain complet industriel. Les résultats confirment nos doutes. Nous retrouvons encore 2 pesticides de stockage en quantité importante. Le pain complet, qui nous a toujours été vendu comme un pain santé, comporte plus de résidus de pesticides que le pain blanc. Pourquoi? Parce qu'il contient l'écorce du blé, qui est au contact direct avec les pesticides de stockage. Au moulin d'Yvon Foriché, nous faisons une autre découverte. Ces pains aux céréales et pains complets sont souvent fabriqués avec des mélanges tout prêts concoctés par les industriels. Dans ces kits, on retrouve des additifs chimiques. Pour quelle raison? Il y a des boulangers qui vont être d'excellents boulangers, qui font vraiment de très belle qualité, et que sur le pain complet, personne n'aime travailler le pain complet. Voilà. C'est chiant le pain complet, ça colle aux pâtes. Donc le pain complet, bof, il fait ça. C'est pas le pain, voilà, pour nous c'est un pain de régime, c'est pas un bon pain. Il y en a parfois certains qui me disent, bon, j'ai 5 kilos de pain complet à faire tous les jours, bon, ça m'embête de faire, voilà, il dit je prends mes 5 kilos, je les pèse, je les mets dans le pétrin ou le batteur, j'ai du pain complet derrière, voilà. Dans certains cas, c'est pas vraiment les productions auxquelles on attache le plus de soins.
Mais il faudrait peut-être informer le consommateur. Mais on va loin. On va loin. Aujourd'hui, en Europe, il y a 200 additifs qui sont autorisés pour la fabrication des pains spéciaux. Donc on a un large éventail. C'est quoi ces additifs par exemple? Il y a de tout, ça va aller à des levains dévitalisés de seigle, des farines toastées, de l'acide ascorbique, des data ester. Que vous prenez, data ester, vous prenez une farine non panifiable, vous en mettez 300 grammes au quintal de farine et vous arrivez à avoir... Alors vous n'aurez pas du très bon pain, mais vous aurez du pain développé et qui sera mangeable. Au cœur de la Bretagne, Michel Izard tient une boulangerie-pâtisserie artisanale. Pain, viennoiserie, gâteaux, tout est fait maison. 10 personnes travaillent ici dès 4 heures du matin. Michel Izard se prête au jeu de préparer pour nous un pain industriel réalisé avec un de ses fameux kits. Alors, hop. Ça va, faut que je lise l'étiquette parce que moi je ne connais pas ces produits-là. On va commencer par la composition. Sachant que dedans, il y a de la farine complète de froment, farine complète de seigle, levain de seigle déshydraté stabilisant E412, E415, émulsifiant E471, E422, soja, de la dextrose, des épices, des agents de traitement de la farine, E300, enzymes. Point. Quand c'est quelque chose comme ça, c'est que ça va quand même nous traverser le corps. Donc s'il y a des additifs, surtout sur le pain complet avec les fibres, ça va obligatoirement laisser des traces à l'intérieur. Pour réaliser cette recette miracle, il suffit de suivre la notice écrite en gros sur l'emballage. Vider le sac, mélanger pendant 5 minutes. Donc là on voit qu'on a une pâte qui est extrêmement compacte. Peu d'intérêt. Ça n'a pas d'odeur. Ça a une odeur. Enfin, ça sent pas bon, ça n'a pas de vie, quoi. Voilà. Allez, on va pétrir. 6 petites minutes de pétrissage. Ce qu'il y a, c'est que dans le pain, il n'y a pas de magie. Faire du pain en 1 heure, si on pouvait avoir le même résultat qu'en 12 heures, tout le monde le ferait. Et alors là, c'est quoi la différence par rapport à d'habitude? C'est une pâte morte, ça. Il n'y a pas de vie là-dedans, c'est collant, ça ne réagit pas. Ici, ça c'est un pain aux céréales aussi, mais c'est le nôtre. Donc ici, on voit bien qu'on a une pâte sur laquelle il y a de la vie. Quand on appuie dessus, ici, ça bouge, ça revient. Et puis ici, ici, il ne se passe rien, quoi. Voilà, on pourrait essayer de la modeler, on pourrait en faire une fleur, ou un chou-fleur, comme vous voulez. Mais ça reste comme ça. Encore 1 heure pour laisser monter la pâte et au four. Magie de la chimie, il aura suffi d'1 heure et demie, montre en main, pour faire un pain aux céréales. Michel Izard va maintenant pouvoir le comparer avec le pain artisanal qu'il met 8 heures à préparer. Avec des graines à l'intérieur, de pavot, de lin doré, sésame. Ici, c'est sympa avec une croûte, une vraie croûte. On va couper celui-ci. Au nez, ça vaut le coup de venir sentir, Isabelle. Ouais, ça sent pas bon. Hein. Ça sent un savon un peu. Ici, on retrouve le même toucher. Vous vous souvenez tout à l'heure quand on appuyait dessus cru, hop, la pâte revenait. Ici, quand on appuyait dessus cru, en fait, ça gardait la forme de la fleur qu'on a fait. Et on pourrait refaire une fleur ici. J'ironise, mais c'est pas loin quand même. Et comment le consommateur il s'y retrouve finalement? On ne le voit pas réellement. C'est difficile. Après, ça va réellement être la confiance qui doit aussi se créer entre l'artisan et son client. Et la communication que l'on a avec nos clients en disant voilà comment je travaille, voilà pourquoi je travaille comme ça. Aujourd'hui, il vaut mieux, à mon avis, il vaut mieux rien faire que faire ça. Il n'y a pas que les pains complets qui soient faits à partir de kits prêts à l'emploi. Les croissants des boulangers de quartier sont eux aussi souvent industriels. L'artisan se contente de les décongeler dans son fournil. Michel Izard a accepté pour notre enquête de faire une nouvelle démonstration. Donc outil indispensable pour faire les croissants. Ça paraît étrange, mais si. Donc on ouvre
le beau carton et le beau sachet. Et on prend les croissants, alors pas spécialement délicatement, c'est pas vraiment nécessaire. Et on les pose avec amour sur la plaque. C'est du congelé? Ah, c'est du congelé, oui. Voilà, et une fois que ça c'est fait, eh bien on va mettre ça dans les tubes, à pousser, pour qu'ils prennent un peu de volume. Et derrière un peu de dorure et au four, terminé. Donc la manip, ça va durer 2 minutes pour faire 10 croissants. Découverte stupéfiante, en France, un artisan boulanger sur 2 ne fabrique plus ses viennoiseries. La raison est simple, un croissant surgelé est prêt en 10 minutes, quand il faut plusieurs heures pour faire un croissant maison. Conséquence, les croissants industriels sont comme le pain, truffés d'additifs chimiques. Alors voilà, 200 additifs différents dans les pains synthés. Alors nous, on les achète plus cher en plus en espérant se faire du bien et il semblerait que ce ne soit pas forcément le cas, quoi. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Tous ces additifs, 200 additifs qui sont utilisables, ce qu'il faut comprendre, c'est tous les additifs que vous ajoutez, finalement, ont aussi des conséquences. Un certain nombre sont des produits de synthèse. Il y a toujours des conséquences quand on utilise des produits de synthèse. Alors on peut les minimiser, bien entendu. Donc finalement, c'est une histoire absolument sans fin. Et alors, comment se fait-il que le secteur de la boulangerie-meunerie, alors j'insiste, les boulangers et les meuniers ne soient pas capables de produire donc du pain de qualité nutritionnelle actuellement? C'est absolument incompréhensible. Vous avez des pains qui sont toujours trop salés, beaucoup de sel. Vous avez des pains donc qui contiennent des pesticides, alors c'est vrai, d'autant plus que ce sont des pains complets. Et puis vous avez donc tout un tas d'additifs qui sont rajoutés là-dedans. Malheureusement, le pain complet et le pain multicéréales surtout sont les meilleurs pains pour la santé parce qu'ils permettent de limiter la montée du sucre dans le sang. Mais du coup, c'est important qu'ils soient bio. Moi, je crois qu'il faut revenir au pain traditionnel. Nos grands-mères ne mettaient pas ça dans leur pain, le boulanger de nos grands-parents ne mettait pas ça dans le pain. C'est quand même assez extraordinaire. On veut augmenter le volume du pain, on lui rajoute dans tout un tas de pains industriels des matières grasses, alors que justement l'intérêt du pain, c'est qu'il n'y a pas de matières grasses. Mais il y a une dérive, bien entendu, qu'il convient de rapidement réguler, très très rapidement réguler par la réglementation. Il n'y a pas que le pain qui ne ressemble plus guère à celui de nos grands-mères. L'ensemble de notre alimentation a subi des mutations. Une métamorphose qui frappe également le vivant, et notamment le porc. Oubliez les images des cochons rustiques élevés à la ferme. Le porc est la viande la plus consommée en France. Chaque famille en mange plus de 35 kilos par an. C'est donc sur elle que se sont concentrés tous les efforts de la recherche scientifique pour satisfaire au mieux les demandes de la grande distribution. Souvent attaqué, le milieu porcin est un univers clos, hostile à la présence de caméras. Exceptionnellement, nous sommes reçus chez Michel Poirier, propriétaire de l'une des plus grandes porcheries industrielles de France, située à Empoigné près d'Angers. Chaque année, 90 000 porcs sont produits ici. Donc, si nous rentrons dans la verraterie, c'est-à-dire l'endroit où se trouvent les verras, qui servent de reproducteurs pour l'élevage et la naissance des porcelets. Donc vous voyez, ici vous avez un animal très conformé, qui a été sélectionné sur sa capacité à faire du muscle et sa capacité à avoir une longe très rebondie, donc pour les futures côtes de porc, et à l'arrière un jambon très prédominant. En 40 ans, les porcs rustiques sont devenus des porcs modernes, très bodybuildés. Vous avez ici un exemple d'animal qui a une viande très diététique, c'est-à-dire on a complètement fait disparaître l'épaisseur de lard qu'ils avaient sur le dos. Pour répondre au cahier des charges de la grande distribution, les laboratoires de recherche génétique ne cessent de mettre au point de nouvelles variétés de porcs. À force de manipulation, ces bêtes sont devenues très fragiles. Elles doivent rester enfermées à l'abri des microbes dans des bâtiments désinfectés où l'air est filtré en permanence. Pour eux, fini la romance. La reproduction se fait uniquement par insémination artificielle. Le reste de l'élevage ne partage pas les conditions privilégiées des athlètes reproducteurs. Les truies vivent parquées sur des caillebotis, au-dessus de leur déjection. Elles sont entravées pour éviter d'écraser leurs petits.
Gestation, mise bas, allaitement, elles enchaînent les portées, donnant naissance chaque année à plus de 30 porcelets. Conséquence, les truies multiplient les mammites et les cystites. Quant au porcelet, 1 sur 10 ne résistera pas à ces conditions d'hygiène. La viande issue de ces élevages intensifs pose-t-elle problème? Donc ici, nous rentrons dans la partie engraissement. Les porcs sont engraissés dans des bâtiments fermés où l'air confiné se charge de poussière et d'ammoniac. C'est des bêtes de course, hein. C'est des Formule 1, il suffit qu'ils mangent de trop et qu'il a un souci intestinal, donc ça peut provoquer la mortalité. Hein. C'est une Formule 1 compliquée, difficile à maîtriser, donc il faut beaucoup de professionnalisme pour gérer et suivre l'élevage. C'est ce qui fait d'ailleurs la difficulté de l'élevage moderne actuel. Ces conditions d'élevage provoquent de nombreuses maladies respiratoires et digestives. Les porcs, fragilisés par la sélection génétique, sont désormais privés de leur défense naturelle. Dès lors, comment éviter de les soigner à l'aide de médicaments? Les antibiotiques sont devenus une question taboue pour les éleveurs. Ils affirment ne presque plus en utiliser. Pourtant, le dernier rapport des autorités sanitaires confirme que les ventes de médicaments restent stables. D'ailleurs, depuis 10 ans, les porcs absorbent à eux seuls la moitié des antibiotiques de France. Nous avons rendez-vous dans un autre élevage à la pointe de la Bretagne pour essayer d'en savoir un peu plus. Ce jeune couple produit 9000 porcs par an dans des bâtiments ultramodernes. Nicole et André Sergent font partie des rares éleveurs à reconnaître que les antibiotiques sont indispensables. Il y a un vétérinaire qui est salarié de la coopérative, qui passe dans l'élevage régulièrement et qui ensuite prescrit en fait pour cet élevage le plan, on va dire, sanitaire pour les semaines et mois à venir. Et pour les administrer, ces médicaments, vous pouvez le faire, non? Alors, toutes les administrations, que ce soit des injections directes à tel ou tel animal par rapport à un petit problème qu'il peut avoir, donc là, ce sont nous qui faisons ces interventions, et également, si c'est un traitement collectif sur un lot qui peut arriver, également ce sera l'éleveur qui va le faire. Et si j'interviens, c'est beaucoup à Panari ou ce genre de choses, un peu de diarrhée, et ponctuellement quoi. Un problème de diarrhée, on va traiter juste, et là on utilise donc des pompes doseuses, c'est directement dans l'eau. Parce que même s'ils ne mangent pas, ils vont boire. Donc on est sûr qu'ils sont traités. Voilà. Et sachant qu'on en fait très peu. Très peu. Voilà. Mais c'est comme les humains, voilà. Quand on est malade... Un passage de grippe, on va traiter nos animaux, mais sinon on ne fait pas systématiquement. Voilà. Voilà, alors là, vous êtes vraiment à l'intérieur d'un élevage industriel, vous voyez comment ça se passe. Est-ce qu'il y a un risque, en tout cas, peut-être que je me tourne vers vous, André Picot, qu'il y ait des résidus d'antibiotiques dans la viande, et est-ce que dans ces cas-là, c'est problématique pour l'homme? Le gros problème, c'est que depuis quelques années, on a beaucoup amélioré le type d'antibiothérapie chez les porcs. Autrefois, on utilisait des antibiotiques qui donc étaient facilement détectables. Maintenant, on peut utiliser des antibiotiques qui, théoriquement, sont quasi indétectables. Et ça, bien entendu, ça pose problème. Parce qu'ils vous diront, vous voyez, nous faisons des dosages et on ne trouve pas d'antibiotiques. On a pris sciemment des antibiotiques qui n'étaient pas détectables pour qu'on ne puisse pas les tracer, c'est ça? Absolument, bien sûr. En tout cas, pour ce qui se passe en France, le problème de fond, c'est quand même le rôle des pouvoirs publics. Donc, est-ce que, par exemple, actuellement, l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, les services vétérinaires, font des contrôles répétés, suivis sur des élevages au hasard? Réponse non. Parce qu'ils n'ont pas assez de moyens pour le faire. Toute la stratégie repose sur l'autodiscipline et le volontariat du secteur agroalimentaire. Ce qui est assez remarquable comme position, de mon point de vue. On pourrait proposer au pouvoir public de faire la même chose, par exemple, pour la conduite automobile. Je leur propose l'année prochaine, donc, pendant une année, faire une expérience et de laisser donc les automobilistes libres à eux, basés sur leur autodiscipline, et voir ce que ça donne en termes de nombre de morts sur la route. Donc, penser que ça va se passer différemment dans le secteur agroalimentaire et dans le secteur économique en général, je trouve ça assez remarquable. C'est vraiment faire preuve d'une naïveté ou peut-être aussi d'une certaine compromission vis-à-vis du système.
Pas assez de contrôle des éleveurs, pas assez de contrôle de l'alimentation. Mais si un porc est contaminé, comment le savoir? La dernière barrière avant notre assiette, c'est le contrôle à l'abattoir. Pénétrer dans un abattoir est devenu presque impossible. Ces images sont donc particulièrement rares. Nous rencontrons le directeur de cet abattoir situé à Montauban de Bretagne. Tout animal qui serait stressé lors de l'abattage, ça a forcément des répercussions sur la qualité de la viande. Là-dessus, c'est vrai qu'on travaille beaucoup pour éviter que les animaux soient stressés, qu'ils soient le plus paisibles, le plus zen possible, quoi. Tonnes de viande sont préparées ici chaque année. Quels critères sont pris en compte pour déclarer la viande saine pour le consommateur? Monsieur Sidibé est le chef vétérinaire de cet abattoir. C'est sur ses épaules que repose la totalité des contrôles. Mais en quoi consiste-t-il exactement? Si nous on constate que sur une bête il y a des piqûres et l'animal présente quand même des conditions physiques, des répercussions physiques pas normales, bon, ça peut nous amener à suspecter l'utilisation des produits, quoi. Voilà. Il a suffi qu'on lui demande combien de contrôles sont faits pour rechercher les résidus d'antibiotiques pour que l'ambiance se tende brutalement. Ça, je ne pourrais pas vous le dire, là, il faut que j'aille dans... Ouais, bon, ça c'est on sort trop, il faut aller voir dans nos... Nous n'obtiendrons jamais de réponse à cette question. Je n'ai pas beaucoup d'éléments là-bas. Combien d'analyses approfondies recherchent les résidus d'antibiotiques ou de produits toxiques? Les seuls contrôles auxquels nous assistons sont visuels. Après un rapide coup d'œil, les assistants vétérinaires apposent l'estampille certifiant que la viande est saine. Certains abattoirs font-ils plus de contrôles que d'autres? Quelques kilomètres plus loin, nous sommes attendus à la Copperle. Ce gigantesque abattoir est l'un des plus imposants de France. Il a accepté à titre exceptionnel de nous laisser filmer ses chaînes de production. 45 000 porcs sont abattus ici chaque semaine. Sophie Bertrand, responsable qualité, est notre guide. Il y a 60 000 mètres carrés couverts. Chaque carcasse est identifiée avec un certain nombre d'informations. Vous avez le numéro d'élevage. Ici, c'est le numéro de tuerie. Donc nous, on abat à peu près 9500 porcs par jour. Donc ça va de 1 à 9000 et des poussières. Dans cette immense usine, il n'y a que 12 vétérinaires pour contrôler chaque jour plus de 9500 carcasses. Après un rapide calcul, nous réalisons que cela ne leur laisse que 30 secondes pour juger de la qualité des porcs et décider si cette viande peut finir ou non dans nos assiettes. Mais comment font-ils? Les vétérinaires, ils regardent l'aspect visuel de la carcasse et des abats qui correspondent à la carcasse. C'est une inspection visuelle. On regarde visuellement si tout va bien. Oui, voilà. C'est tout, quoi. Voilà, voilà. Mais ça, il faut savoir que c'est quelque chose qui est nationalement validé. Il n'y a pas de distinction d'un abattoir à l'autre. Il y a une grille bien spécifique. Mais c'est de l'inspection visuelle. Alors, le contrôle visuel pour repérer les résidus d'antibiotiques, je ne sais pas ce que ça peut donner. C'est des contrôles qui sont essentiellement des leurs, soyons clairs. À mon sens, le problème est après, par exemple, dans les jambons. Parce que là, ça change la donne. C'est plus l'élevage des porcs, mais ce qu'on va mettre pour que le jambon se conserve. À ce moment-là, eh bien, on va être obligé de le bourrer d'additifs, et de façon obligatoire, parce qu'on n'a pas d'autre solution. Ce sont des nitrates
quelquefois des nitrites, donc c'est encore pire. Et puis, il faut bien entendu lui donner de l'aspect, on va le gorger en polyphosphate, on va le colorer, bien entendu, donc on va le traiter de façon à ce qu'il ait cette petite couleur mordorée, là. Hein, donc, c'est des nitroso-hémoglobines. Et ça, c'est pas bon pour nous, tout ça? Ah, tout ça, c'est pas bon, surtout pour les petits-enfants, parce que les petits-enfants n'ont pas les capacités de transformer, comme nous, ces produits qui oxydent l'hémoglobine. Alors qu'il y a des parents qui se croient très bien faire en donnant du jambon pratiquement tous les jours à leurs petits-enfants, eh bien malheureusement, ça c'est absolument déconseillé. Pour le consommateur, ce qu'on peut quand même lui dire, c'est qu'actuellement en France, comme dans tous les pays industrialisés et urbanisés, consomme trop de viande, avec des conséquences sur la santé qui sont importantes, en termes de maladies cardiovasculaires en particulier. Je fais une réflexion à ce sujet, c'est qu'on a été capable de manger occasionnellement, effectivement, du porc, de la viande, qui n'était absolument pas nécessaire à chaque repas, pendant des siècles. Et c'est en décidant de passer à un autre modèle qui n'est pas compatible avec la santé humaine, qui est celui de manger de la viande plusieurs fois par jour, par exemple, c'est juste pas compatible avec la santé humaine, qu'on arrive à des phénomènes un peu délirants, comme des productions massives sous forme industrielle de ce qui est une forme de vie, le porc, qui est devenu en fait simplement un produit, et maintenant un produit chimique. L'élevage porcin est à l'image de toute l'agriculture française. En 50 ans, elle a subi une véritable révolution productiviste. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, la France n'est pas capable de nourrir seule sa population. La solution ? Améliorer les rendements. Pesticides, engrais, recherche génétique, mécanisation, l'agriculture intensive est née. Regardez ces vaches paisibles. Ce sont leurs derniers moments de quiétude passés dans les champs. Bientôt, cette image sera l'exception. Les animaux quittent les prairies et les cours de ferme pour être enfermés en batterie. Fini l'herbe et les pâturages, bonjour le régime blé, maïs, soja. Problème, en transformant les conditions d'élevage, on a dénaturé la qualité de la viande. L'herbe, cet aliment naturel apparemment banal, contient en fait un élément indispensable à la santé, les oméga 3. En retirant les vaches des prés, on les a privées de ce nutriment vital. Du coup, la viande, les œufs, le lait, le beurre et le fromage que nous mangeons ne contiennent pas assez d'oméga 3. Et par conséquent, notre organisme en manque aussi. Déjà, d'emblée, David Servan-Schreiber, si vous pouviez nous dire qu'est-ce que ça fait un déséquilibre oméga 3, oméga 6 sur le corps humain et en quoi c'est gênant? Il faut d'abord comprendre ce que c'est les oméga 3 et les oméga 6. Voilà, exactement. Toutes les cellules du corps ont besoin d'acides gras, de certaines graisses pour fabriquer leurs membranes, pour échanger entre elles, et puis ces graisses sont ensuite transformées dans le corps pour agir sur tout un tas de fonctions biologiques. Il y en a deux, les oméga 3 et les oméga 6, que le corps ne peut pas fabriquer et qui pourtant sont indispensables à son fonctionnement. Donc c'est une situation un peu paradoxale et j'ai besoin de quelque chose pour toutes mes fonctions, mais je ne peux pas le fabriquer. Ça ne peut provenir que d'une seule source, votre assiette. Si vous ne les mangez pas, ils ne sont pas dans vos cellules. S'ils ne sont pas dans vos cellules, il y a tout un tas de conséquences derrière, dont certaines catastrophiques. En plus, ces oméga 3 et ces oméga 6 ont des fonctions très différentes. Les oméga 6, par exemple, favorisent l'inflammation, favorisent la coagulation du sang et stimulent la croissance des cellules dans le corps. Les oméga 3 font l'inverse. Tant que les deux sont en équilibre, tout va bien. Simplement, depuis qu'on est passé à l'alimentation industrielle, les oméga 6 sont en augmentation constante et les oméga 3 sont en chute. Donc on se retrouve avec des aliments qui nous chargent en facteurs inflammatoires, qui coagulent notre sang, qui ont tendance à rendre le sang plus coagulable, et qui stimulent la croissance des cellules. Chez un adulte, les seuls types de cellules qui peuvent croître, c'est le gras et le cancer. Donc on donne en fait, quand on déséquilibre l'alimentation en chargeant en oméga 6 et en réduisant en oméga 3, on donne des facteurs qui peuvent promouvoir la croissance du cancer et qui font grossir les gens. Donc un œuf de 1960, j'ai pu retrouver des études là-dessus, un œuf de 1960 avait à peu près autant d'oméga 3 et d'oméga 6, c'était un aliment santé qui nous apportait des oméga 3. Un œuf de 2000, il y a une étude dans le New England qui le montre, un œuf de 2000 contient 20 fois plus d'oméga 6 que d'oméga 3. Donc on l'a transformé en un aliment pro-inflammatoire et qui stimule la croissance des cellules.
La carence en oméga 3 nuit à notre santé. Mais alors, comment revenir en arrière et redonner à la viande les oméga 3 qu'elle a perdus? L'association Bleu Blanc Cœur travaille depuis 10 ans à nous offrir une alimentation plus saine et plus équilibrée. Ils sont partis d'une idée simple. Pour bien nourrir les hommes, commençons par bien nourrir les animaux. L'industrialisation de l'agriculture a entraîné de nouvelles cultures, par exemple le maïs, l'introduction du maïs, du soja. Et donc on a déséquilibré, sans le savoir, ce profil en acides gras. Donc voilà, donc Bleu Blanc Cœur, nous on a compris ça et on s'attache à retrouver cet équilibre naturel qui s'est mis en place depuis des milliers d'années parce que c'est le meilleur possible pour les animaux, quoi. Donc elle est embêtante. Cet équilibre-là, on l'a retrouvé en fin de compte avec une plante qui s'appelle le lin, qui a la particularité, elle, de stocker ces oméga 3-là. Et donc ça nous permet de les restituer toute l'année dans l'alimentation des animaux. Donc le fait de mettre une petite quantité de lin dans une ration, par exemple avec du maïs, eh bien, 1 kilo de graines de lin par vache et par jour, ça suffit pour rééquilibrer comme si la vache mangeait de l'herbe. Ici, on a un aliment qui contient 50% de graines de lin. Si tous les éleveurs de France font ça pour leurs vaches, on a l'équilibre. Et pour les aliments complets, parce que pour les filières porc, donc là c'est incorporé dans le granulé, quoi. Pas besoin de le rajouter. D'après les calculs de l'association Bleu Blanc Cœur, il suffirait de cultiver 1% seulement de la surface agricole française avec du lin pour rééquilibrer en oméga 3 la nourriture de nos élevages. 1% seulement de la surface agricole pour que les volailles, les œufs, le bœuf, le porc et même la charcuterie que nous mangeons contiennent suffisamment d'oméga 3. Comment être certain que cette solution est la bonne? Nous décidons d'approfondir l'enquête en faisant un test scientifique. L'INRA, l'Institut national de recherche agronomique, met ses chercheurs et son laboratoire à notre disposition. Objectif: comparer la composition moléculaire de 3 tranches de jambon achetées en grande surface. 2 issues d'élevage classique, la 3e vient d'un porc nourri avec des graines de lin. Sur l'emballage, il est d'ailleurs précisé « enrichi en oméga 3 ». C'est ce que nous allons tenter de vérifier avec ce test. Les scientifiques commencent par extraire la graisse du jambon grâce à des réactions chimiques complexes. La dernière phase de l'expérience, la chromatographie en phase gazeuse, donne la composition exacte des tranches de jambon. Les résultats sont sans appel. Le professeur Moureau, responsable du laboratoire, nous les commente. Donc la courbe bleue, c'est le jambon issu de porc qui a mangé des oméga 3. Donc la courbe est beaucoup plus importante que les 2 autres jambons qui sont issus de porc standard où la quantité d'oméga 3 est beaucoup plus faible. Donc la courbe bleue, il y en a à peu près 3 fois plus que les autres jambons. Et ici, on voit que les animaux qui auront mangé des graines de lin ont moins d'oméga 6 que les autres, ce qui fait donc que c'est très bon pour la nutrition, à la fois plus d'oméga 3, moins d'oméga 6. Donc un animal qui va manger beaucoup d'oméga 3 aura beaucoup d'oméga 3 dans sa viande, alors qu'un animal qui va en manger peu en aura peu. Le test est positif. Le porc nourri avec du lin est bien meilleur pour la santé que les jambons industriels classiques. Alors, pourquoi seules quelques marques le commercialisent? La réponse est économique. Les viandes de meilleure qualité reviennent un peu plus chères aux éleveurs. Pour un porc, comptez à peine 2 € de plus par carcasse, soit 2 centimes plus cher par kilo de viande. 2 centimes pour protéger notre santé. Qui refuse de payer? Les éleveurs vendent aujourd'hui leur porc 30% moins cher qu'il y a 15 ans. Ce n'est donc pas d'eux que peut venir l'effort. La solution la plus simple ne serait-elle pas que la grande distribution accepte de baisser ses marges? Dans ce système, ce n'est pas la qualité qui prime, mais la quantité. C'est ce qui explique que dans nos supermarchés, nous trouvons principalement des viandes pauvres en oméga 3, et donc moins bonnes pour la santé. Pour l'instant, l'industrie n'a pas encore pris la mesure du fait qu'elle avait une véritable responsabilité santé et qu'il fallait
tenir compte de cet équilibre oméga 6, oméga 3. Moi, ce que je leur demande, c'est d'imposer que tous les produits animaux soient équilibrés en oméga 3, oméga 6. Je ne leur demande pas d'imposer comment on y arrive, mais ça devrait être des produits qui soient comparables à ceux que nous mangions en 1950. Il n'y a pas de raison de tolérer une telle dérive dans la nature même de ce qui nourrit la population. Moi, je me souviens très bien, dans l'affaire du sang contaminé, on reprochait de ne pas avoir assez parlé. Et donc, on était coupable parce qu'on n'avait pas assez parlé. Ben, là, on parle. En attendant que l'industrie agroalimentaire et la grande distribution nous proposent des produits équilibrés, quelle solution avons-nous pour protéger notre santé? Que devons-nous manger au quotidien? En Bretagne, une équipe de chercheurs a fait une expérience intéressante. Pour apporter à chacun sa ration indispensable d'oméga 3, ils ont nourri 100 personnes pendant un mois avec du pain au lin. Les résultats sont spectaculaires. Le docteur Schmidt, responsable de cette recherche, nous la raconte. Quand on consomme directement cette poudre de lin, alors nous on l'a mis dans du pain pour que ça soit consommable facilement, eh bien on a une baisse de l'ordre de 8% du cholestérol, une baisse de 8% du cholestérol LDL, c'est-à-dire du mauvais cholestérol, et une baisse de l'ordre de 35% des triglycérides. Simplement en consommant 80 grammes de pain, c'est-à-dire 4 tartines de pain dans la journée. Donc ça, c'est une étude qu'on a faite sur une centaine de patients. Et au bout de 1 mois, les résultats étaient tout à fait probants, aussi bons qu'avec certains médicaments hypocholestéroléniants. C'est du pain actuellement, dans toutes les boulangeries, vous pouvez demander du pain au lin et vous en trouvez. Les huiles et les graisses sont une autre source importante d'oméga 3 pour notre organisme. Mais comment choisir parmi la multitude de bouteilles qui envahit les rayons des supermarchés? Laquelle est la meilleure? L'huile de colza, c'est une huile de consommation courante qui contient le plus d'oméga 3. Donc grosso modo, dans une huile de colza, vous avez de l'ordre de 10% d'oméga 3, moyennant quoi, il y a beaucoup d'antioxydants dedans, il y a de la vitamine E, etc. et c'est stable. Et ces 10% d'oméga 3, c'est excellent pour la santé. Donc c'est un contributeur qui est important, mais qui ne doit pas être le seul, puisqu'il faut aussi des contributeurs animaux, c'est-à-dire la filière terrestre et la filière maritime. Le poisson reste la meilleure source d'oméga 3. D'ailleurs, pour les nutritionnistes, c'est un aliment santé qu'il faut manger et donner à manger à ses enfants. Pourtant, les alertes sanitaires nous mettent en garde contre les PCB contenus dans la chair des poissons. Au début de l'enquête, nous avions retrouvé du PCB dans les analyses sanguines de notre journaliste. Le saumon, réputé bon pour la santé, serait-il en cause dans la présence de ces matières toxiques dans notre sang? Nous arrivons en Norvège. C'est là qu'est produite la quasi-totalité du saumon. C'est notre poisson préféré. On en mange en moyenne 2,5 kg par an et par personne. Le poisson sauvage a quasiment disparu de notre assiette. Il a été remplacé par le saumon d'élevage. Il conserve une image de produit de luxe, mais est devenu relativement abordable. Pour comprendre comment ce poisson est élevé, nous nous rendons chez Marine Harvest, le plus gros producteur de saumon au monde. Chaque année, leurs élevages de saumon permettent de fournir 1,5 milliard de repas dans plus de 70 pays. Est-ce que la qualité du poisson pâtit de ce rendement? Au cœur des fjords, la ferme aquacole d'Ejmeland. Il nous aura fallu 6 mois de tractation pour obtenir l'autorisation de filmer cet élevage. Marine Harvest est même allée jusqu'à commanditer une enquête sur notre journaliste afin de mieux cerner nos intentions. Trine Danielsen nous fait la visite. Vous êtes au milieu du fjord, il fait 300 mètres de profondeur. Voici la ferme. J'en suis la directrice. Nous avons pour le moment 700 000 poissons. Ils sont répartis dans 12 cages. Nous sommes installés dans ce fjord parce qu'il est profond et que l'océan est juste en face. Il y a beaucoup de courants marins et c'est un très bon environnement pour faire grandir les poissons.
Ces 20 dernières années, l'élevage du saumon a beaucoup évolué. C'est la génétique qui a largement permis de faire progresser l'industrie du saumon. Ce poisson a été sélectionné pour le marché qui impose ses critères, que ce soit pour la teneur en graisse comme pour la couleur. Tout au long du processus, on écoute le marché et l'on fait évoluer le poisson au maximum de ses capacités en fonction de ce que veut le marché. Aujourd'hui, on peut élever des poissons toute l'année et on peut les récolter toute l'année, ce qui veut dire que chaque jour, on alimente le marché en saumon. Nous avons obtenu ces résultats en manipulant les géniteurs. Ils pondent désormais des œufs et donnent des alevins toute l'année grâce à une modification de la température de l'eau et de la lumière. Il n'y a plus du tout de saison. Les poissons sont persuadés que c'est tout le temps l'été. Les poissons sont heureux et nous pouvons alimenter le marché. Les saumons industriels sont nourris artificiellement. Un réseau de tuyaux leur distribue 3 fois par jour des granulés contenant un mélange de farine de poisson et d'huile végétale. Dix ans de manipulation génétique et de recherche nutritionnelle ont permis aux éleveurs d'obtenir une croissance 2 fois plus rapide de leurs poissons. Pour l'instant, ils font 5 ou 600 grammes. Ils vont rester ici encore une année. Dans un an, ils feront à peu près 4,5 kg ou 5 kg et ils seront prêts à être pêchés. À cause de sa croissance fulgurante, le saumon d'élevage est 4 fois plus gras que le sauvage. Mais en contrepartie, maintenant on a le choix de la couleur. Vous pouvez à peu près obtenir la couleur que vous voulez. Avant, on utilisait des colorants naturels à base de crustacés et de crevettes. Aujourd'hui, on utilise des substances chimiques, mais c'est exactement la même molécule. On les ajoute à la nourriture du poisson. C'est le même colorant que celui utilisé pour colorer vos œufs du petit déjeuner. Les grandes chaînes de supermarchés françaises nous disent « on veut un poisson comme ça » et nous leur fournissons ce qu'elles veulent. Comment ça se passe? Ils vous disent « je veux cette couleur-là » C'est comme quand vous peignez un mur. Il y a des référentiels de couleurs. Et nos clients nous disent « cette couleur-là est jolie, je la veux ». C'est le nuancier qu'on utilise. Quand le poisson est petit, il a cette couleur à peu près. Quand il grandit et atteint 2 kilos, il a cette couleur-là. Et quand il sera prêt à être récolté, il sera comme ça. Et les Japonais, ils aiment quoi? Peut-être celle-là, je ne sais pas. Et les Français? Ils sont à peu près par là. Oui, le 27. Deux fois par semaine, un bateau vivier débarque 100 tonnes de saumon à l'abattoir. Dans les cales de ce gigantesque aquarium flottant, 18 000 saumons s'entassent. Ils sont rejetés à l'aide d'énormes pompes dans les cages de l'abattoir. Le transfert doit être rapide. Les saumons nagent dans leurs excréments. L'eau se charge alors d'ammoniac et les poissons risquent d'étouffer. À l'aube, les saumons sont aspirés et propulsés vers les chaînes d'abattage où ils sont assommés par électrocution.
ils sont ensuite égorgés un par un. L'abattoir norvégien de la ville de Midsund traite 7000 poissons par jour. Vous voyez, il reste beaucoup de viande autour de la tête, du collier et autour des arêtes. On les met dans ces boîtes, on congèle les têtes, les colliers, les arêtes et les queues. Cela représente 4 produits qui sont ensuite envoyés en Ukraine, en Chine et dans différents pays pour y être préparés. Ainsi, chaque jour, 5 tonnes de restes sont expédiés à l'étranger pour y être décortiqués. Ils seront réexpédiés en France et transformés en plats cuisinés. Comme les industriels n'ont aucune obligation de fournir la provenance de leurs ingrédients, il nous est donc impossible, lorsque nous mangeons nos tagliatelles au saumon ou nos lasagnes de la mer, de savoir s'ils contiennent ces restes. On retrouve pour le saumon les mêmes problèmes que ceux que nous avions découverts pour le porc, des contrôles insuffisants et une traçabilité alimentaire impossible. En bout de chaîne, on s'aperçoit que les poissons sont triés dans 2 caisses différentes. Pourquoi? Vous voyez, il y a un problème avec la chair du poisson. Elle est très molle. C'est pour ça qu'il y a toutes ces crevasses. La chair se délite, il y a des trous. On ne peut pas envoyer ces filets vers les pays occidentaux. Ils sont trop regardants sur la qualité. On doit trouver d'autres clients. On ne rencontre jamais ce genre de problème avec les saumons biologiques. Des scientifiques travaillent sur ces questions. Certains pensent qu'il s'agit d'un problème avec la nourriture ou que c'est à cause des conditions d'élevage. Dans le nord du pays, l'été, le poisson grandit trop vite. Mais il est très difficile de savoir à quoi c'est dû. Le jour de notre visite, un saumon sur 5 posait problème. Cela soulève la question de la qualité de ce saumon industriel. Comment vous distinguez un saumon industriel d'un bio? Vous pouvez les reconnaître grâce à la couleur. Un saumon biologique n'est pas aussi rouge qu'un saumon normal, parce qu'ils ne peuvent pas mettre les mêmes colorants pour les poissons biologiques. Vous pouvez aussi le voir avec les nageoires. Là, vous voyez, elles sont abîmées. En bio, les nageoires sont bien plus belles parce qu'il y a moins de poissons dans les cages. En biologique, vous auriez une queue parfaite. Pour tenter de comprendre l'influence des conditions d'élevage sur la qualité des poissons, nous décidons d'aller voir si celles du bio sont meilleures. Au nord de la Norvège, Villa Mijolax est une ferme d'élevage de saumon bio. Nous suivons Per Gunnar, son directeur général. Accompagné de son équipe, il part 2 fois par jour en pleine mer nourrir ses poissons. Combien de tonnes de poissons vous produisez ici? Dans ces 4 cages, on a 500 tonnes de poissons. Cela fait environ 2000 tonnes en tout. Dans les élevages industriels, la densité est 2 fois supérieure à celle du biologique. En discutant avec Per, nous découvrons un autre problème. L'alimentation des saumons est composée de granulés fabriqués avec des huiles et des farines de poissons sauvages. Comme les poissons de la plupart des mers du globe sont contaminés par les PCB et les dioxines, la nourriture des poissons d'élevage, même en bio, contient ces produits toxiques.
Les poissons de la mer Baltique, de la mer du Nord et même de la mer de Barents ont des niveaux très élevés de PCB et de dioxine. Il est possible aujourd'hui de nettoyer les huiles et les farines extraites de ces poissons, mais pour l'instant, ce n'est pas fait à grande échelle. Il y a des discussions scientifiques sur le fait que si l'on nettoie ces huiles, on risque aussi de retirer des bonnes choses. La recherche avance, il est possible de le faire, nous l'avons déjà fait, mais c'est un véritable challenge que d'arriver à obtenir dans un futur proche de l'huile et de la farine sans produits toxiques. Pourquoi les fabricants refusent de le faire pour l'instant? Pourquoi elles ne le font pas? Je pense que c'est à cause du coût. Le but est de produire le moins cher possible. Donc, le risque est grand que, même bio, le saumon contienne du PCB et des dioxines. Voilà qui expliquerait peut-être pourquoi on en a retrouvé dans le sang de notre journaliste. Nous avons cherché à en savoir plus sur les contrôles réalisés sur ces produits. Mais une fois encore, les instances de sécurité sanitaire françaises ont refusé de nous répondre. Pourtant, ce problème n'est pas nouveau. Les PCB retrouvés dans ces poissons sont le résultat de plus de 40 ans de pratiques industrielles. Durant cette période, 1 milliard de tonnes de PCB, ainsi que des métaux lourds et des dioxines ont été rejetés dans les rivières et les océans. Aujourd'hui encore, notre environnement reste largement contaminé. Le problème, c'est qu'on a contaminé tout l'ensemble de notre ressource de poissons sur la planète. Et ce qui est important, c'est que plus les poissons sont gros, le thon par exemple, qui est encore beaucoup plus gros que le saumon, l'espadon ou le requin, plus le poisson est gros et plus il accumule sur la durée de toute sa vie l'ensemble de ces contaminants. Si vous prenez du thon, vous ne pouvez pas trouver à l'heure actuelle à travers le monde, des thons qui sont en dessous de 1 mg, ce n'est pas des microgrammes, 1 mg de mercure par kilo de poids frais. Et très souvent, ça monte à 2, 3, 4 mg. Et ça passe à travers tous les contrôles. En Suède, le ministère de la Santé préconise pour les femmes qui sont enceintes ou qui vont le devenir de ne pas consommer plus d'une fois par mois, c'est pas par semaine, une fois par mois, ces poissons prédateurs. Il faut qu'on fasse attention à ce qu'on dit sur ce point-là, parce que de toutes les études à ce jour montrent que les femmes qui consomment plus de poissons pendant leur grossesse ont des enfants qui sont dans l'ensemble meilleur poids de naissance, en meilleure santé, un meilleur système immunitaire, moins d'asthme, moins de diabète et des QI qui vont jusqu'à 7 points supplémentaires de QI à l'âge de 4 ou 5 ans, simplement parce qu'ils ont eu assez d'oméga 3 pendant la grossesse. Si on se mettait à arrêter complètement le poisson pendant la grossesse pour éviter le mercure et le PCB, qu'il faut éviter, c'est vrai, on tombe dans l'extrême inverse. C'est pour ça que les médecins qui pratiquent la nutrition comme nous ont tendance à recommander les petits poissons, les sardines, les anchois, les entiers, les maquereaux et le saumon de temps en temps. Le thon commence à être un poisson qu'on ne peut presque plus recommander. Il faut bien comprendre que ces dioxines, ces PCB, etc., sont ce qu'on appelle lipophiles, c'est-à-dire s'accumulent dans les graisses. Et elles restent. Ça ne s'élimine pas comme ça. Donc ça reste. Pour ne rien dire du fait que ce n'est pas un produit que nous allons accumuler. Nous ne sommes pas exposés à un seul produit à la fois tout au long de notre vie. Nous sommes exposés à des dizaines, des centaines de produits, dont beaucoup restent effectivement, surtout dans nos tissus adipeux. Et donc là, on ne peut pas dire que même si chaque produit était à la dose légale, il n'y aura pas d'effet de cette accumulation à des produits multiples. Il y a une espèce d'effet cocktail finalement de tous ces produits. Et en fait, le vrai problème, c'est que tous ces produits, eh bien, ils arrivent dans l'alimentation ensemble. L'organisme ne trie rien. L'une des découvertes majeures de notre enquête, c'est l'omniprésence de la chimie dans notre assiette. Les saumons, les porcs, les pommes, tous ces aliments naturels contiennent des substances toxiques. Qu'en est-il des produits transformés par l'industrie agroalimentaire? Dans le TGV pour Paris, nous achetons un déjeuner au wagon-restaurant. Un geste banal pour la plupart des voyageurs, mais pas pour nous, qui traquons désormais sans relâche la malbouffe. Nous remarquons avec amusement que toutes les filières de l'enquête que nous menons depuis plusieurs mois sont rassemblées en un seul repas. L'effet cocktail est là, devant nous. Du pain, de la viande, du poisson, des légumes, des fruits. Nous connaissons maintenant bien ces produits
nous savons ce qu'ils cachent. Mais ils réservent encore de belles surprises. La préparation industrielle a ajouté quelques intrus. Une ribambelle de E, des correcteurs d'acidité, des acidifiants, des émulsifiants, des colorants, des antioxygènes, des épaississants, des gélifiants, des stabilisants, des conservateurs. Au final, 18 additifs dans le sandwich, 12 dans le cake, du mauvais gras et du sucre en surdose. On pourrait presque regretter d'avoir appris à lire une étiquette. Si tout plat préparé et dessert industriel pris au hasard contient autant de produits chimiques, comment faire ses courses l'esprit tranquille? Et le goûter des enfants. Brioche, petit pain, gâteau, pâte à tartiner, vertigineuse, autant de gâteries grasses et sucrées que nous proposons quotidiennement à nos bambins. Alors, qu'est-ce que vous en pensez un petit peu? Ça, c'est un petit peu un florilège de tout ce qu'on donne à nos enfants au goûter. C'est pas la peine d'aller produit par produit. Il y a plus de 90% des produits actuellement proposés aux consommateurs en France qui sont déséquilibrés sur le plan nutritionnel. Hein. Plus de 90%. Donc autrement dit, ça veut dire que tous les produits qu'il y a ici sur cette table sont déséquilibrés sur un plan nutritionnel. Et c'est l'offre globale et le fait qu'il n'y ait pas d'alternative qui soit donnée de toute façon aux consommateurs actuellement, hein, pour se nourrir convenablement. C'est pratiquement impossible, on va dire. Et qu'est-ce qu'on prend à goûter alors pour les enfants? Du pain avec un peu de chocolat noir. Et des fruits. Et une pomme ou une banane ou une poire. Et Nutella? Et Nutella, on prend ou on prend pas? C'est très 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 chargé en sucre. Donc on prend pas? Pas mon choix. Très énergétique. David Savant-Schreiber, on mange plus de sucre aujourd'hui qu'on en mangeait il y a quelques années? Ça, c'est extraordinaire. On a des données précises là-dessus. Au 19e siècle, on consommait 5 kilos de sucre raffiné par personne et par an. 5 kilos. À la fin du XXe siècle, en 2000, en France, on était à 37,5 kilos de sucre raffiné par personne et par an. On se demande même par où passent ces 37,5 kilos. Si vous êtes 4 dans la maison, ça fait 140 kilos de sucre blanc qui passe. Donc tous ces produits-là, ça participe aux 37 kilos qu'on mange? Évidemment. Le pire, ce sont les boissons sucrées. C'est-à-dire que si vous mettez 3 sucres dans votre café ou dans une tasse de thé, vous dites j'exagère un peu. Dans une canette de Coca-Cola, il y en a 12 morceaux de sucre. Je crois qu'il faut laisser tomber tout ça. Vous auriez pu rajouter aussi ici les céréales petit déjeuner, hein, tout ça, c'est pas bon à la santé. Alors, en prendre de temps en temps, oui, mais en prendre tous les jours, par exemple, en sortant de l'école, un truc comme ça, ce n'est pas bon du tout. Qu'est-ce qu'on risque alors à en prendre tous les jours? Ce qu'on risque, c'est de développer à 30 ans, 40 ans, 50 ans, une hypercholestérolémie, hein, un diabète, une obésité, un surpoids, après une maladie cardiovasculaire qui va avec, infarctus, AVC, certains types de cancers, et puis voilà, donc une santé qui va se dégrader très rapidement et qui va être dramatique à être vécue. Hein. Conséquence directe de cette nourriture industrielle, l'obésité. Il y aurait 6,5 millions d'adultes obèses en France, 2 fois plus qu'il y a 12 ans. Plus grave encore, l'obésité infantile sévère s'est accrue de 300% en 15 ans. Or, cette maladie a des conséquences graves sur notre santé. Le professeur Marmuse est spécialiste de la chirurgie digestive à l'hôpital Bichat à Paris. Toutes les pathologies qui peuvent survenir, les principales, enfin, on peut les classer schématiquement en 2 groupes. Il y a celles qui vont mettre votre vie en danger. Alors c'est toutes les pathologies cardiovasculaires, hein, c'est l'athérosclérose, l'insuffisance cardiaque, le risque d'infarctus, le risque d'accidents vasculaires cérébraux. C'est le diabète, qui est quand même extrêmement fréquemment associé à l'obésité, dont on sait que c'est le plus grand pourvoyeur d'obésité et d'insuffisance rénale terminale. Et bon, voilà, c'est essentiellement les maladies métaboliques et les maladies cardiovasculaires. Et puis vous avez toutes les pathologies qui vont pas mettre votre vie en danger, mais qui vont vous pourrir la vie. C'est-à-dire toutes les pathologies articulaires, vous n'allez plus pouvoir marcher, avec des problèmes dans les genoux, il va falloir vous mettre des prothèses. D'après certaines études, l'obésité diminuerait l'espérance de vie de 10 ans. Je suis encore jeune, bien sûr. J'ai encore jamais eu de problème de genoux, mais j'entends les gens qui disaient mal aux genoux. J'avais du mal à monter les marches quand même. Donc, et puis au niveau du cœur, mon père est décédé d'une crise cardiaque à 47 ans. Donc c'est là qu'on a décidé de me prendre en main. Je commence à avoir des problèmes de santé au niveau des articulations des chevilles, du genou. Du coup, je me fais suivre pour perdre du poids, quoi. J'ai quand même presque 80 kilos à perdre.
Et à 30 ans, c'est un peu dommage, quoi. Monter des escaliers et être essoufflé à la longue, c'est énervant. Et ensuite, reprendre son souffle, le cœur qui s'emballe pendant au moins 10 minutes. Donc là, j'ai 30 ans, bientôt 30. C'est que le début, donc si je continue dans ce rythme-là, qu'est-ce que je vais être à 50 ans? Sommes-nous tous égaux face à l'obésité? Bien s'alimenter coûte souvent plus cher et les plus démunis se tournent vers des aliments riches en calories, mais pauvres en nutriments. Du sucre, des graisses et de l'énergie à bas prix. Nous rencontrons Serge Erkberg, directeur de l'unité de surveillance et d'épidémiologie nutritionnelle de l'INSERM. Il préside également le programme national Nutrition Santé qui a pour objectif d'améliorer la santé des Français en leur donnant des conseils pour manger sainement. Est-ce qu'il y a une fracture alimentaire aujourd'hui en France? C'est indéniable. On voit aujourd'hui une fracture alimentaire, une fracture nutritionnelle avec des populations plus favorisées qui aujourd'hui améliorent la qualité de leur alimentation, qui améliorent leur activité physique et qui améliorent leur état nutritionnel, alors que dans les populations défavorisées, les problématiques restent extrêmement importantes et l'écart se creuse. Et si vous regardez par exemple la problématique de l'obésité de l'enfant, on a beaucoup d'études maintenant en France qui montrent que chez les enfants des classes sociales les plus favorisées, comme chez leurs parents, on voit se stabiliser ce qui était l'épidémie d'obésité. Aujourd'hui, elle se stabilise, voire même elle diminue dans les populations les plus favorisées, alors qu'elle augmente encore de façon considérable si vous faites les mêmes études dans des zones d'éducation prioritaire, dans des collèges, dans des écoles de zones plus défavorisées. On a 2 fois plus chez l'adulte et parfois 3 fois plus chez l'enfant d'obèses ou de surpoids dans les populations défavorisées. Au terme de notre enquête, nous retrouvons à son bureau notre expert, David Servan-Schreiber. David travaille à mi-temps aux États-Unis. Pour nous aider à visualiser les ravages de l'obésité, il nous présente un document rapporté d'Amérique du Nord. Il n'y a absolument aucun doute qu'aujourd'hui nous sommes face à une épidémie d'obésité, comme nous avons aussi d'ailleurs une épidémie de cancer, et d'ailleurs l'obésité est un des principaux facteurs de risque du cancer. Je peux vous montrer une carte impressionnante de l'évolution de l'obésité aux États-Unis. Je vais vous montrer qu'au début des années 80, ce qui est incroyable, c'est qu'aux États-Unis, les gens étaient normaux. J'ai vu des gens qui avaient une morphologie normale. Vous voyez ici la carte de l'obésité. On ne parle pas juste de surpoids, on parle d'obésité, c'est-à-dire des gens qui sont d'obésité morbide, qui ont du mal à marcher, qui ont des troubles médicaux liés à leur surpoids imposant. On voit ici la carte américaine de tous les États des États-Unis. Au fur et à mesure des années, vous allez voir les années défiler et vous allez voir des couleurs apparaître comme le orange, avec 25% des gens qui ont une obésité morbide, jusqu'au rouge où on est à plus de 30% des gens, plus d'une personne sur 3 en obésité morbide. Des choses qui sont inconcevables. Et sur une période de temps extrêmement courte. Voilà à quoi ça ressemble. 85, 87, 89. 91, 93, 95, 97, 2000, on est à 20% d'obésité. 2001, les premiers États avec 25%. 2002, 2003, 2004, 2005, premiers États avec 30% d'obésité. 2006 et 2007. Donc sur une période de 22 ans, vous voyez simplement une explosion du phénomène d'obésité aux États-Unis. Où en sommes-nous en France? Nous sommes au début de cette courbe. Il nous appartient de faire en sorte d'éviter de tomber dans cette épidémie. Et je vous rappelle que l'obésité, c'est un des principaux facteurs de risque pour le cancer. Donc ce que vous venez de voir là, avec 10 ans d'écart, parce qu'il faut au moins entre 10, 20, peut-être 30 ans entre l'obésité, le développement de l'obésité et le développement du cancer, c'est potentiellement la carte du cancer dans 30 ans. David Servan-Schreiber n'est plus le seul à lier l'augmentation du nombre de cancers avec l'environnement et l'alimentation industrielle. Les statistiques et les recherches récentes lui donnent raison. En 25 ans, le nombre de nouveaux cancers a doublé. De l'arsenic, du plomb, du mercure, des dioxines, des furanes, des PCB et plusieurs dizaines de pesticides différents. Nous avions commencé cette enquête en découvrant que le sang de notre journaliste, comme celui de tout un chacun, est pollué. Nous en connaissons maintenant les causes. L'industrie agroalimentaire nous vend des produits déséquilibrés, les contrôles publics sont insuffisants, l'alimentation de qualité est souvent chère. Et pourtant, rien n'est irrémédiable. Comme nous l'ont démontré nos experts,
Nous avons tous le choix de modifier notre manière de manger. Le pouvoir est dans le caddie du consommateur.